Bonjour, bienvenue dans Santé Plus. L'émission est aujourd'hui consacrée aux maladies du cœur, aux maladies cardiaques et plus particulièrement à l'hypertension artérielle. Christine Colmont et moi sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le professeur Xavier Girard qui travaille dans un grand hôpital parisien et qui est également président de la Fondation de la recherche sur l'hypertension artérielle. Bonjour professeur, bonjour monsieur. À nouveau bonjour car nous avons déjà eu la joie de vous recevoir. Merci. Quelles sont les principales maladies cardiovasculaires ? Les principales maladies cardiovasculaires, ça dépend de quel côté on se place. Est-ce qu'on est le médecin, est-ce qu'on est le patient ? La principale maladie cardiovasculaire sur la planète, c'est l'hypertension artérielle. Or, le paradoxe, c'est que c'est une maladie cardiaque ou une maladie vasculaire. En fait, dans son nom, en français, nous avons la chance de nous exprimer en français, nous avons la réponse, hypertension artérielle, c'est bien une maladie des artères. Mais les artères sont directement accrochées au cœur. Et le cœur est lui-même nourri par les artères. Donc, beaucoup de maladies des artères vont avoir une conséquence sur le cœur, dont l'hypertension artérielle. C'est la maladie la plus fréquente. 1,4 milliard de personnes sont touchées en France. Les chiffres sont tout récents, ils ont été donnés par l'OMS au mois d'août. Dans le monde, pardon. Et en France, nous avons 10 millions de patients qui sont traités, 5 qui ne le sont pas, soit parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués, soit parce qu'ils ont été diagnostiqués, mais ils jouent à l'autruche, ils ne veulent pas en entendre parler. Malheureusement, on sait que le fait de ne pas soigner une hypertension artérielle, or ça met du temps, ce n'est pas du jour au lendemain, mais en une dizaine d'années arrivera la maladie la plus fréquente ensuite dans le monde, qui est l'accident vasculaire cérébral, le fameux stroke des anglo-saxons. Eh bien, cet accident vasculaire cérébral, c'est la complication de l'hypertension non soignée. En revanche, il y a d'autres maladies cardiaques qui peuvent survenir chez un hypertendu qui est soigné, mais plutôt un hypertendu qui aura été soigné pendant 25 ou 30 ans et qui, à la fin, va devenir défaillant du cœur, puisque le cœur est branché sur les artères. Ces maladies s'appellent l'insuffisance cardiaque et puis le fameux infarctus. Cet infarctus qui est associé à l'hypertension, mais qui est aussi très associé à d'autres facteurs de risque. Avec la Covid, maintenant, le grand public a bien compris ce qu'était un facteur de risque. Le tabagisme en numéro 1 et en numéro 2, surtout dans les pays où on mange mal, le fameux mauvais cholestérol. Donc tabac, cholestérol, hypertension fait le lit, sans oublier le diabète, parce que le diabète, on pourra en reparler un petit peu plus tard, en fait c'est la même maladie. Le diabète moderne, le diabète des gens en surpoids, c'est la même maladie que certaines formes d'hypertension artérielle qui sont provoquées par la même maladie qui est la maladie de la graisse de l'abdomen. Vous jetez un coup d'œil, vous regardez si les gens ont un gros ventre. S'ils ont un gros ventre, ils auront un risque de faire et un diabète et une hypertension, éventuellement en même temps ou en décalé, et après une maladie cardiaque de type infarctus du myocarde. Professeur, est-ce que les femmes ou les hommes sont les plus touchés ? Est-ce qu'il y a un genre dans cette maladie ? Alors, en fait, non. Tous les femmes et les hommes ont des artères, donc ils sont touchés de la même façon. En revanche, les femmes qui survivent aux hommes plus longtemps, on le sait, il y a plus au-delà. L'hypertension est une maladie du vieillissement. Et en étant une maladie du vieillissement, on va trouver toutes les caractéristiques du vieillissement dans une population. Si on est dans les populations occidentales, eh bien, le vieillissement est plus patent qu'en Afrique, où on sait que c'est le continent où il y a le plus de jeunes dans le monde, que la Chine, par exemple, a vu sa population vieillir à toute allure, puisqu'il n'y a plus de jeunes. En Chine, il y a maintenant des gens qui ont entre 40 et 50 ans, et dans 20 ans, ils auront 70 ans, et les maladies cardiovasculaires touchent autant les hommes et les femmes, mais un peu plus tôt les hommes. De ce fait, les hommes décèdent et il reste à la fin toutes les femmes. D'ailleurs, il suffit d'aller dans une maison de retraite, une EHPAD, pour se rendre compte qu'il y a une grande différence. Il y a plus que des femmes dans les EHPAD. Les quelques hommes qui sont là sont les rois du monde. Ils ont toutes les femmes qu'ils veulent. Et globalement, cette prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est une deuxième chose importante, elle est mieux réalisée chez les femmes. C'est-à-dire les femmes sont plus à même de comprendre qu'elles ont une maladie qui va
qui peut éviter les maladies. C'est ça qui est difficile dans le facteur de risque. Hein. Pourquoi les gens mettent leur ceinture de sécurité? Il y a 40 ans, quand c'est arrivé, il y a 30 ans, on ne voulait pas la mettre. Comme le vaccin de la Covid, il y a des gens qui ne veulent pas. Les évidences sont maintenant évidentes. Voilà, elles sont là. Si on met sa ceinture de sécurité, on a moins d'accidents graves. Et si on est vacciné contre la Covid, on fait une Covid qui n'est pas grave. Voilà, l'analogie est excellente. Et les femmes comprennent plus simplement ça que les hommes. C'est comme ça. Donc félicitations, mesdames. Vous êtes beaucoup plus assidus pour les traitements et de ce fait mieux protégés. En étant mieux protégés, vous vivez plus longtemps. Et vous êtes toute seule dans les maisons de retraite. Donc il faut choisir. Monsieur le professeur, vous avez parlé de l'hypertension et nombre de nos téléspectateurs sont africains. Et je pense que l'Afrique est un pays qui est très atteint par l'hypertension. Oui, effectivement, quand on regarde les chiffres, et je crois que nous en avions un petit peu parlé la dernière fois, le premier tueur en Afrique, c'est le stroke. Le premier tueur. L'AVC. AVC. Ouais. Eh bien, donc c'est pas la guerre, c'est pas l'Ebola, c'est pas la Covid, c'est l'AVC. Alors pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'hypertension. Et il y a beaucoup d'hypertension en Afrique parce qu'il y a beaucoup d'abord de familles d'hypertendus. Et quand on fait raconter l'histoire des familles, l'histoire de santé des familles, oui, la mère, le père, les tantes ont fait à la cinquantaine un accident vasculaire cérébral et en sont morts. Voilà. Et donc, premier élément. Deuxième élément, il y a un rôle de nutrition qui est très important. Et la nutrition, c'est quelque chose sur lequel on sait que le surpoids peut favoriser l'hypertension, mais pas que ça. Il y a des gens qui sont minces, qui mangent de façon équilibrée, mais qui vont enrichir leur alimentation en sel. Et en sel, ce n'est pas le sel qu'on rajoute directement de la salière, mais c'est le sel qu'on va rajouter dans un composé qui est très populaire en Afrique, qui est le cubeur. Le fameux bouillon cube. Alors, je sais bien que tous ceux qui nous regardent en ont mis pour préparer les repas, puisque je connais les recettes africaines. Il faut mettre 5 cubes dans la préparation pour que ça ait du goût. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup de goût, mais 5 cubes, c'est 25 grammes de sel. Et donc, le poison africain, c'est le cubeur. Quand j'interroge, moi, mes patientes qui ont pour elles l'histoire de la cuisine africaine, elles expliquent que le cubeur, il est arrivé dans les années 70. C'est qu'avant, on cuisinait sans le cubeur. Alors, est-ce qu'il y avait moins d'hypertension? Je ne peux pas vous le dire. En revanche, il faut vraiment prendre en compte ce problème, qui est bien connu des dirigeants africains, et en particulier pour la santé publique. Il y a des campagnes qui sont faites, mais bon, voilà, on ne peut pas empêcher les gens d'aller acheter du cubeur pour le mettre dans les aliments. Vous parliez tout à l'heure du fait, effectivement, il y a le cubeur, mais le fait qu'il y ait aussi peut-être un aspect génétique. Il me semble qu'il y a eu des études aux États-Unis sur des Afro-Américains, comparés à des Caucasiens. Et il semblerait que l'hypertension soit plus sévère chez ces Afro-Américains que chez les Caucasiens. L'hypertension est plus sévère. À même niveau tensionnel, il y a plus de complications. C'est très compliqué de savoir si c'est vraiment un élément génétique, parce qu'il y a tellement d'éléments qui comptent dans la gravité de la maladie. Revenons à la Covid aux États-Unis. 50% des morts aux États-Unis sont issus de la communauté afro-américaine et hispanique. Alors, pourquoi? Eh bien parce que, oui, le virus aime bien les pauvres, et quand on est issu de ces deux communautés aux États-Unis, on fait partie des gens à risque. Pour l'hypertension, c'est pas complètement impossible qu'on soit aussi associé au mode de vie d'une façon générale. Le mode de vie, c'est aussi la façon de se nourrir. C'est aussi, par exemple, on m'a raconté qu'au Cameroun, pour pouvoir faire mûrir les fruits qui sont dans le jardin, on prend le fruit pas mûr et on rajoute dessus, on émiette un cubeur. Et le fait de mettre du sel, ça fait mûrir le fruit. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vérifié, mais voilà, c'est quelque chose qui est effectivement, qui va toucher les gens plutôt en difficulté économique pour pouvoir avoir à manger tous les jours. Vous voyez, donc c'est difficile. Quel était exactement le rôle du sel, concrètement? Que fait le sel? Le sel, le sel de cuisine, c'est ce qu'on appelle le chlorure de sodium. Eh bien, ce fameux sodium, ce n'est pas uniquement... c'est lui qui est le toxique, ce n'est pas le chlorure, c'est le sodium. On peut l'avoir associé au glutamate, au bicarbonate
et on va avoir des effets. Alors le glutamate de sodium, ça existe dans la cuisine asiatique. On rajoute beaucoup de glutamate, qui donne ce goût spécial, le goût umami à la cuisine asiatique. Eh bien, le problème de l'hypertension dans les communautés asiatiques et dans les pays asiatiques est le même qu'en Afrique. Voilà, parce qu'il y a cette consommation. Donc moi, quand j'ai des gens en consultation, et à Paris, on a des gens qui viennent du monde entier, eh bien, je m'intéresse toujours à leur histoire culinaire personnelle, leur tradition, comment leur mère leur a appris à se nourrir. Parce que pour nous, Gaulois, on aime le pain, le fromage, la charcuterie. Voilà, mais quand on a un Italien, l'Italien, il mange italien. Mais Monsieur Volcker, la pizza, qu'est-ce que c'est la pizza? Ben, c'est du pain, c'est du fromage, c'est une olive, c'est un anchois, en un mot. De la tomate un peu quand même. De la tomate, mais bon, la tomate est décrite comme ayant un rôle plutôt un peu hypotenseur, mais la quantité d'action hypotensive de la tomate est complètement contrecarrée par la quantité d'élévation tensionnelle induite par la consommation de sel. Et puis le pire des fromages, M. Volcker, c'est le Parmigiano. Alors, il est excellent, mais 7 grammes % de sel dans le Parmigiano, alors que dans le camembert, 2 grammes %. Donc voilà, quand vous mettez 100 grammes de Parmigiano, vous mettez beaucoup de sel. Donc, comment est-ce qu'on explique la mauvaise action du sel? Alors, la mauvaise action du sel nécessiterait un cours de physiologie rénale un peu complexe. Retenons que 1 gramme de chlorure de sodium égale 1 mm de mercure en plus quand on est au-delà de 12 grammes. C'est-à-dire qu'on a, globalement, quand vous mangez du sel, vous l'éliminez. Mais il y a des gens qui l'éliminent un petit peu moins bien. Et cette élimination, elle devient défectueuse quand on est au-delà de 12 grammes par jour. 12 grammes par jour, c'est un sacré tumulus, hein. Mais 12 grammes par jour, voilà, les fêtes de fin d'année sont des bonnes circonstances où on a des consommations. Parce que, par exemple, pour le réveillon à la française, on va manger des crustacés. Le crustacé, en lui-même, il n'est pas salé, mais on le met dans une eau salée. Le réveillon va comporter du saumon fumé. Le saumon en tant que tel, la chair de saumon, n'est pas salée. Mais on dit saumon fumé. On pense que c'est le fumage qui cuit le saumon. Pas du tout. C'est une saumure. On plante des aiguilles pour faire rentrer le sel à l'intérieur. Donc la quantité de sel est indispensable à la qualité, à l'hygiène. Parce que s'il n'y a pas assez de sel, se développe une bactérie qui s'appelle la listériose. Et la listériose, ça fait arrêter les chaînes de production de tous les producteurs de saumon. C'est la catastrophe s'il y a la listériose sur une chaîne. Donc il faut mettre plus de sel. Voilà. Et donc le sel est indispensable pour fabriquer les aliments, mais pour le conserver depuis la nuit des temps. Hein. Le sel est un élément de la conservation. Eh bien, il y a des gens qui éliminent moins bien le sel que d'autres. Et ces gens-là, donc 1 gramme de sel, 1 mm de mercure au-delà de 12 grammes de sel. Donc, comment on mesure l'hypertension? Parce que tout le monde, effectivement, a déjà pris sa tension. Mais... Alors, pour mesurer l'hypertension, les choses ont beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Pendant 100 ans, on mesurait la tension avec un stéthoscope et une technique qui consistait à comprimer le bras et puis écouter des bruits. Technique assez complexe, hein, même pour les professionnels de santé, qui n'était pas très précise. On mesurait avec une précision dite au centimètre. Le médecin annonçait 12, 8 maintenant. Depuis 20 ans, on a ces petits appareils qui permettent d'avoir une précision 10 fois plus importante. Les médecins, s'ils utilisent bien l'appareil, ou le patient qui regarde la lecture de son cadran, va dire il y a 124, il n'y a pas 12, il y a 124. Voilà. Donc c'est 10 fois plus précis. Et il y a des petites choses assez sympas, comme on peut mettre sur l'épaisseur d'un vêtement le brassard, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Donc c'est plus facile, plus simple. Et puis, il y a des techniques encore plus récentes. Je sors là d'un congrès sur l'hypertension artérielle, où on a beaucoup parlé de ces techniques où on met un bracelet et qui ne se gonfle pas, et qui va permettre de mesurer par une technique optique la pression artérielle. C'est probablement l'avenir. Aujourd'hui, il y a un appareil. Non, il y en a en fait plusieurs. Il y en a un qui est un peu en tête. Et puis, dans 20 ans, si on est encore là pour faire ces émissions, on ne parlera plus du tout de la technique au niveau du bras. On parlera des techniques qui sont celles aujourd'hui en train d'être développées. Est-ce qu'il y a, professeur, de nouveaux traitements contre l'hypertension? Alors, malheureusement, la réponse est non.
La réponse est non. On n'a plus du tout d'innovation dans les traitements de l'hypertension depuis maintenant une quinzaine d'années. Il faut savoir que les laboratoires pharmaceutiques qui étaient à la tête des innovations ont mis toute leur énergie ailleurs. Alors avec la Covid, ils l'ont mis dans la fabrication des vaccins. Ils n'ont plus du tout ni d'argent, ni le temps de pouvoir trouver des nouveaux médicaments. Alors tous les médicaments que nous avons, il y a une chose qui est intéressante dans l'hypertension par rapport à d'autres aires thérapeutiques, c'est que les médicaments d'il y a 80 ans, les diurétiques, sont toujours commercialisés et toujours utilisés. Les médicaments d'il y a 50 ans, les bêta-bloquants, sont toujours commercialisés, toujours utilisés. Et les médicaments les plus récents, qui ont une trentaine d'années, une vingtaine d'années, les inhibiteurs de l'enzyme, les ARTAN, sont toujours utilisés et souvent en combinaison avec les anciens. De ce fait, les autorités sanitaires ont mené une vie très difficile au laboratoire en leur disant « vos médicaments que vous vendiez 2 $ par jour, et bien maintenant on va vous en donner en remboursement 10 centimes ». Alors les laboratoires, ils sont là aussi pour faire un business. Donc ils ont dit nous on préfère vendre ou faire de la recherche dans des médicaments, dans d'autres aires thérapeutiques où il n'y a pas encore de possibilité et où on pourra dire on est les premiers, on est les seuls et on le vendra à 80 $ la dose. Vous voyez quoi je veux faire. Voilà, c'est pour ça. Et donc on n'a pas de nouveaux médicaments. Mais il y a encore pas mal de choses à faire et à apprendre aux médecins du monde entier, même dans les pays les plus avancés, vis-à-vis des anciens médicaments. On voit que la compétence médicale concernant les traitements antihypertenseurs est en train de s'abaisser. Moi, je le vois à ma consultation, les ordonnances des patients sont de moins bonne qualité que celles que je pouvais voir il y a une dizaine d'années. C'est très intéressant, et donc il y a toujours à faire, même avec les anciens, on peut encore... On aimerait pouvoir effectivement faire un enseignement qui puisse atteindre le plus de médecins possible. Il y a également le diagnostic, la surveillance et la fondation dont vous êtes le président, de la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, a mis au point une application et vous allez nous expliquer en vidéo comment merci elle fonctionne. Madame de m'aider à mettre en avant cette point. Alors cette vidéo, elle est là pour aider les gens à bien utiliser un tensiomètre automatique. Le tensiomètre automatique, là maintenant, là il y a eu des évolutions. Comment bien l'utiliser ? Eh bien, cette application est là pour aider les gens. Comment utiliser l'application Dépiste-HTA ? Dépiste-HTA est là pour aider l'utilisateur d'un tensiomètre automatique à interpréter les chiffres de la tension qu'il a mesurés. Vous avez téléchargé sur votre téléphone Dépiste-HTA. Vous cliquez sur l'icône et vous avez une page d'accueil qui vous annonce pour utiliser, il est nécessaire de disposer d'un tensiomètre automatique. Appuyez ensuite sur la touche « Réaliser une mesure ». Le protocole vous est détaillé, position assise, mise du tensiomètre sur éventuellement un vêtement de l'épaisseur d'une chemise. Conservez les règles de rester en position assise, ne pas fumer, ne pas parler, puis déclencher la mesure sur le tensiomètre. Une fois la mesure effectuée, vous pourrez saisir les chiffres ou prendre en photo l'écran du tensiomètre pour pouvoir transférer les datas directement sur le téléphone. Une fois les datas transférées, ici 122, 78, vous aurez une confirmation à donner du bon transfert et vous aurez une interprétation des chiffres. Dans ce cas, votre tension est satisfaisante et il est conseillé de renouveler Dépiste-HTA dans un mois. Dans cette situation, Dépiste nous dit une seule mesure est suffisante. Si la première mesure avait été supérieure à 130 pour le chiffre de la 6, alors il aurait été demandé de faire 2 mesures supplémentaires pour pouvoir obtenir le conseil Dépiste-HTA. Avec Dépiste-HTA, vous n'êtes jamais abandonné avec votre tensiomètre et les chiffres de la tension. Il y aura toujours une interprétation sur une conduite à tenir.
Professeur, comment faire, par exemple, en Afrique, pour suivre sa tension régulièrement? Alors, le conseil numéro 1 serait de dire achetez-vous un tensiomètre automatique. Le tensiomètre automatique, alors ils sont tous fabriqués en Chine ou au Vietnam, et après ils inondent le monde. Les prix d'un tensiomètre automatique sont à peu près les mêmes à Paris ou à Abidjan. Globalement, c'est à la portée de toutes les bourses, je dirais même de familles. J'ai un certain nombre de patients qui me disent « Ah, je n'ai pas l'argent, c'est une quarantaine d'euros un tensiomètre ». Eh bien, je dis « Écoutez, faites-vous aider ». Et ça se règle toujours. Ou je leur dis « Demandez à votre parent s'ils n'en ont pas un ». Dans toutes les familles, il y a un tensiomètre. Voilà, comme il y a une balance, un pèse-personne. Donc, premier élément. Deuxième élément, eh bien, pour bien utiliser le tensiomètre, c'est très facile. Et puis si on écoute les conseils du professeur Girrer pour bien utiliser l'application, elle est là pour aider les gens à bien utiliser, puis surtout interpréter les chiffres. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que c'est trop haut? Est-ce que c'est trop bas? Eh bien, l'application donne la conduite à tenir. À quel moment il faut aller voir le professionnel de santé? Dans la grande majorité des cas, c'est pas nécessaire. On peut se débrouiller tout seul. Et on a aujourd'hui aussi, et pour l'Afrique, ça marche aussi, beaucoup développé la télémédecine, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'être avec le médecin en face de soi. On peut obtenir un conseil, un avis par la téléconsultation qui se développe actuellement beaucoup en Afrique. Je sais qu'au Sénégal, il y a un grand plan de télémédecine qui a été voté par les gouvernements il y a quelques mois. Bon, alors tout ça prend du temps, il faut un minimum d'éléments, mais je pense qu'en Afrique, on est plus avancé, probablement pour utiliser tous les outils. Le téléphone mobile a transformé l'Afrique, eh bien je pense qu'elle va aider à prendre en charge des patients qui étaient un peu trop éloignés des centres de santé. Et pour l'hypertension, tout est possible maintenant. Est-ce qu'on va guérir un jour l'hypertension artérielle? Ah là, vous dites un gros mot, madame. Guérir. D'abord, probablement, je vais être très très méchant avec mes confrères. Vous savez, l'hypertension artérielle, c'est le gagne-pain des médecins. Hein, le gagne-pain des médecins, 20% en France de l'activité d'un médecin généraliste est pour le soin des patients hypertendus. Donc aujourd'hui, en France, où on a une pénurie médicale, eh bien, les premiers qui sont mis sur la touche, entre guillemets, c'est le patient hypertendu. Le médecin dit, bon, écoutez, avant, on se voyait tous les mois. Mais maintenant, vous allez venir tous les 3 mois, puis tous les 6 mois. Bon, je vous envoie une ordonnance. C'est même plus la peine que vous veniez. Vous la mesurez chez vous, votre tension, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons de vouloir enlever... Voilà, on ne va pas manger la poule aux œufs d'or, hein, il faut la maintenir, sinon elle ne fait plus d'œufs en or. Donc, je n'y crois pas. Et puis, l'hypertension artérielle, c'est une maladie très complexe. Ça fait 60 ans qu'on essaie d'en trouver les causes. On sait que quand le rein fonctionne mal, on peut avoir de l'hypertension. Quand les glandes au-dessus des reins fonctionnent mal, on peut avoir... Mais globalement, on ne sait pas pourquoi. Alors moi, j'arrive en fin de carrière, donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai compris finalement dans l'hypertension artérielle, la façon dont il faudrait la soigner? Il faudrait trouver le moyen d'éviter aux artères de vieillir. Donc si j'avais trouvé le moyen d'éviter le vieillissement des artères, on aurait probablement trouvé le moyen de guérir de l'hypertension. Je n'ai pas trouvé, je terminerai ma vie pauvre, mais l'industrie pharmaceutique terminera sa vie riche. Voilà, donc il y a des gens tristes. Alors un dernier conseil avant de nous quitter, parce que le temps tourne, l'heure tourne. Professeur, conseil de modération peut-être pour les fêtes dans les... Alors oui, je dirais modération. Enfin, j'aimerais rassurer les gens quand même. Je vous ai dit que le sel était caché partout. Bon, quand on mange du sel, on l'élimine. On le dit entre nous médecins, on pisse son sel en 24 heures, on a pissé 90% de son sel. Donc tout ce qui sera mangé pendant le réveillon sera éliminé 24 heures après. Sauf que pendant ces 24 heures, il peut y avoir une instabilité chez les plus fragiles. Et les plus fragiles, c'est les plus âgés, c'est les patients hypertendus qui ne sont pas bien contrôlés. Donc, surveillez votre tension la veille. Et puis, si elle est plutôt au-dessus de 130 pour le chiffre du haut, eh ben, modération.
Mais pour tous les autres... Ça ne veut pas dire que vous recommandez le sucre. Moi, je recommande, on ne vit qu'une fois, donc moi, il n'y a qu'un Noël. Hein. On nous en a mangé 2 de suite, là, trop... voilà, moi, je suis pour la convivialité. Il faut que chacun puisse avoir de la socialisation, et on socialise très bien autour d'un repas. Donc, je serais très heureux de réveillonner avec vous, mais je préfère que vous soyez en famille, et puis que vous, surveillez votre tension peut-être juste avant. Avec un tensiomètre au pied du sapin. Si on a bien compris. Alors oui, c'est effectivement un très bon cadeau, et les vendeurs de tensiomètres expliquent que Noël est un pic de vente. Très bonne idée d'offrir à son papy ou à son mamie un tensiomètre. Avoir un tensiomètre dans une famille, c'est utile pour le dépistage et pour la surveillance. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Christine. Merci d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine.